Alors bonsoir à tous, nous sommes contents de nous retrouver à l'Université populaire d'Évreux. Donc s'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore cette université, je rappelle que c'est un cycle de conférences, une par mois, de octobre à mai. L'Université populaire d'Évreux, son accès est libre, gratuit, ouvert à tous. Il y a toutes sortes de conférences, des conférences scientifiques, littéraires, philosophiques, voilà, etc. Donc chacun peut y trouver un intérêt. L'objectif, c'est à la fois la culture, mais de réfléchir, la culture et la réflexion, et de défendre des valeurs démocratiques et humanistes. Voilà, alors pour les personnes qui ne seraient pas dans le mailing et qui désirent recevoir l'annonce des conférences et puis le programme jusqu'à Noël, après il y aura un programme pour le deuxième trimestre, je vais faire passer une feuille, vous mettez votre adresse mail et on vous enverra le programme et l'annonce de la prochaine conférence. Sinon j'ai mis quelques feuilles qui doivent encore être là-bas, peut-être, à moins qu'il n'y en ait plus, où vous trouverez le programme. Voilà, alors aujourd'hui, nous accueillons Rémi Carbonnier, qui est professeur d'agronomie et d'aménagement du paysage au lycée agricole de Chambray. Et il va donc nous parler des agricultures pour demain. Voilà. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? J'utilise le micro. C'est bon? Ok. Je pense qu'il faut peut-être le micro parce que pour l'enregistrement. Oui, je pense que ça sera mieux avec le micro. Là. Oui. Je fais pas souvent des cours avec un micro. Là, c'est mieux. Oui. Là, ça va être bon là. C'est mieux. Je ne suis pas obligé de mettre prêt. Donc, comme l'a dit Dominique, donc, effectivement, donc, je suis enseignant au lycée agricole de Chambray, donc sud de l'Eure, depuis un certain nombre d'années. Et donc, on va parler agriculture aujourd'hui. Je pense que vous avez vu que le monde agricole est en mutation depuis un certain nombre d'années pour de nombreux problèmes. On essaye de trouver justement des solutions pour améliorer notamment nos systèmes de production, préserver les ressources, préserver la santé humaine, etc. Donc l'objectif un peu de cette conférence, c'est donc de faire un petit état des lieux de l'agriculture aujourd'hui, notamment en France et en Europe, et de proposer plusieurs solutions, alors des solutions qui sont mises en place par les agriculteurs déjà depuis plusieurs années, et des nouvelles solutions, notamment en partenariat avec que ce soit l'INRA ou le CIRAD, pour essayer justement d'améliorer nos pratiques. Donc le contexte, aujourd'hui agricole. Donc il faut savoir déjà que la production agricole mondiale permet aujourd'hui de nourrir largement la planète. On estime qu'on pourrait nourrir 1,5 fois la population actuelle mondiale. Le problème est que, effectivement, la répartition se fait mal, notamment entre les pays riches et pauvres, et que les pays riches, notamment, gaspillent énormément. On peut estimer qu'un tiers de notre consommation est non consommée au final. Donc, le rendement, la production, aujourd'hui, rapidement pour faire l'historique, après-guerre, donc il fallait nourrir la population, donc on a utilisé ce qui ne nous servait plus, on va dire, après-guerre. On a transformé par exemple les chars en tracteurs, les armements en produits chimiques, et donc on s'en est resservi pour la production agricole. Ça marche très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau rendement, on est très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que ça a des limites. C'est-à-dire qu'on a bien vu que l'environnement, la santé, le bien-être des agriculteurs et des animaux étaient mis à mal
et que donc il y avait un problème. On ne pouvait pas continuer dans ce sens-là. Donc la question est comment produire toujours autant, on va dire, tout en produisant mieux. Hein, la quantité, il n'y a pas de problème, c'est la qualité qui est un petit peu mise à défaut. Donc voilà, donc le contexte, au niveau mondial, on produit assez, mais on produit mal. Alors il faut savoir que ça concerne essentiellement les pays développés ou industrialisés. Hein. Ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, c'est ce qu'on a créé après-guerre dans ces pays-là. Mais essentiellement, au niveau planétaire, on a ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. Donc l'agriculture paysanne, c'est essentiellement l'agriculture vivrière, hein, Amérique du Sud, Afrique, Asie, et un complément d'agriculture donc de rente, mais qui est soumis à des marchés. Je vais prendre l'exemple du chocolat ou du café. Hein. Ces agriculteurs-là, s'ils se spécialisent dans ce domaine, si le marché s'effondre, ils ne peuvent plus manger, parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs produits. Ils ne vont pas manger que du café ou du chocolat. Donc voilà, donc, la situation est bien différente entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, on va dire. Donc voilà, donc déjà travailler, nous, sur la répartition équitable des denrées, on va dire, et limiter le gaspillage. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre agriculture aujourd'hui a de très bons rendements, n'a jamais eu d'aussi bons rendements, mais détruisent en partie les écosystèmes, la biodiversité. Alors, rapidement, on a perdu plus de 50% par exemple de nos insectes, de nos oiseaux. Alors, c'est un contexte lié aux activités humaines, hein, pas seulement agricoles, hein, que ce soit notre production d'énergie, que ce soit notre consommation d'une manière générale. Mais voilà, tout ça y participe. Le petit schéma, par exemple, donc, en bas à droite, nous montre bien que notre façon de produire aujourd'hui, d'une manière intensive, réduit énormément nos écosystèmes. Donc on va voir, excusez-moi, que les habitats donc, qu'on dit semi-naturels ou naturels donc, sont diversifiés. On va avoir une biodiversité très importante de ce type-là, avec donc, qui dit habitat différent, dit faune et flore, donc très diversifiés. Après-guerre, on a eu ce qu'on appelle donc, le remembrement, c'est-à-dire qu'on a regroupé l'ensemble des petites parcelles, hein, qu'on appelait bocage, hein, donc le bocage existe encore dans certaines régions en France. On a regroupé un petit peu toutes ces parcelles, donc on a remembré, notamment pour faciliter le travail des machines et augmenter la production. Mais ça, c'est un gros défaut, c'est qu'on voit bien que notre biodiversité a largement diminué. Et que donc, on est devenu, on le verra après, très dépendant notamment des produits chimiques, pesticides, mais aussi fertilisants. Puisque du coup, un écosystème peut fonctionner d'une manière autonome et naturelle. Un agrosystème, donc c'est un écosystème productif, que ce soit pour les grandes cultures ou de l'élevage, ne peut pas fonctionner de manière autonome. L'homme est obligé d'intervenir suite justement à ce remembrement et ces changements. Donc les écosystèmes sont devenus complètement dépendants, hein, les agrosystèmes sont devenus complètement dépendants des humains. Donc, pour la suite. Alors, sur quoi il faut travailler? C'est-à-dire que sur quoi les agriculteurs, et nous aussi, hein, puisqu'on est consommateurs hein, de ces produits, on doit travailler. Notamment réduire nos gaz à effet de serre. Hein. Voilà, le changement climatique qu'on a bien vu cette année hein, est de plus en plus présent. Et donc l'agriculture participe au changement climatique, et le paradoxe, c'est que l'agriculture subit les effets directement du changement climatique. Donc là, effectivement, c'est un cercle vicieux. On essaye justement de trouver des solutions beaucoup plus économes en gaz à effet de serre. La déforestation, c'est pareil, c'est un des gros problèmes. Alors, ça concerne moins les pays industrialisés, mais on va prendre ce qui se passe par exemple en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ils font à peu près la même chose qu'on a fait il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on va couper la forêt pour produire, donc soit des pâtures, donc des animaux, ou des grandes cultures. Mais il faut savoir que le principal levier qu'on a pour réduire les gaz à effet de serre, c'est les végétaux. Hein, parce que les végétaux, grâce à la photosynthèse, vont absorber le CO2.
Donc du coup, même si on remet des cultures, ça n'absorbe pas la même quantité de CO2 que la forêt primaire qu'on est en train de détruire, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique par exemple. L'utilisation d'intrants, c'est-à-dire donc de produits chimiques, que ce soit donc des pesticides, donc pour lutter contre par exemple les mauvaises herbes, donc, enfin des adventices, donc des herbicides, des insecticides, etc. Les fertilisants ont un effet quand même très négatif sur les sols, sur l'eau et sur l'air. Et indirectement aussi sur la santé des êtres vivants, et humains y compris, et agriculteurs en premier lieu. Les espèces animales, donc ce que je disais tout à l'heure, biodiversité effectivement grandement réduite. Les problèmes de crise sanitaire qu'on a eu il y a quelques années, pareil, donc en France et en Europe, donc participent finalement à cette dégradation de notre environnement, des milieux et des terres agricoles aussi. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment demain on va pouvoir donc nourrir cette population mondiale qui est en constante augmentation, mais d'une manière donc beaucoup plus qualitative, en préservant nos ressources, donc les ressources communes, donc l'air, l'eau, le sol, et notre santé et cette biodiversité. Donc ça, c'est une question donc, sur laquelle on travaille depuis un certain nombre d'années. On a plusieurs pistes. Et on a la chance qu'effectivement, de plus en plus d'agriculteurs prennent conscience de ce problème, notamment sur certaines zones, je vais parler de la Beauce par exemple, donc vers Chartres, qui voient effectivement des rendements diminuer, alors pas partout, mais des rendements diminuer régulièrement parce que justement cette biodiversité, ces écosystèmes sont mis à mal. Donc on voit bien que si on continue comme ça, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, je vais vous énoncer un ensemble de réponses qui sont pour certaines déjà mises en place, pour d'autres qui sont à développer et d'autres qui sont à trouver. Alors, donc un des nouveaux termes qui est apparu il y a quelques années, c'est l'agroécologie. Donc l'agroécologie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est s'inspirer des écosystèmes naturels qui sont donc complètement autonomes, en circuit fermé, pour reproduire ce système en agrosystème. Donc on va appeler donc des agroécosystèmes. C'est le principe de l'agroécologie. Et donc dans l'agroécologie, toute cette nouvelle technique en fait vont permettre assez rapidement, pas du jour au lendemain, on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, mais au bout de 3-5 ans déjà, on voit de grandes différences. De lutter contre le réchauffement climatique, de restaurer cette biodiversité, que ce soit donc des habitats, que ce soit des insectes, de la faune, de la flore, et de justement limiter grandement cette dépendance aux intrants chimiques. Les agriculteurs qui ont déjà mis en place justement ces nouvelles pratiques voient au bout de quelques années leur rendement réaugmenter et surtout leur environnement redevenir beaucoup plus sain et naturel pour eux, pour leurs enfants et pour l'environnement proche, on va dire, de leur exploitation agricole. Donc on va dire que la solution principale, en fait, on l'a sous nos yeux, c'est s'inspirer de ce que fait des écosystèmes naturels et les reproduire au mieux pour produire au mieux, pareil, notre nourriture. Alors, l'agroécologie, en fait, est née après, on va dire, le sommet de Rio, donc au Brésil, en 92, notamment avec, pas une des premières fois, mais quasiment, on va dire, la notion de développement durable. Donc le développement durable, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est subvenir donc, à nos besoins actuels, tout en préservant les besoins de nos enfants, notamment en essayant de concilier l'économie, l'écologie et le social. Donc là, sur ce schéma, par exemple, on voit que de nombreuses solutions existent pour justement essayer de produire d'une manière beaucoup plus durable.
Donc que ce soit au niveau des agriculteurs, donc ça la plupart le font déjà, mais on peut toujours s'améliorer, c'est-à-dire que par exemple diversifier les cultures, c'est-à-dire ne pas faire toujours la même culture et faire ce qu'on appelle des rotations, je vais développer un petit peu après, de culture. Si par exemple il y a des jardiniers dans la salle, c'est pareil, on va mettre tous les ans la même espèce sur le même terrain. Ça, ce sont des choses qu'on pratique déjà depuis plusieurs années, mais on peut encore grandement s'améliorer. Limiter au maximum donc, les antibiotiques, par exemple, pour nos animaux, voilà, dans la limite du possible. Limiter au maximum la destruction de notre microfaune du sol, c'est-à-dire que si je prends un exemple sur des insecticides, effectivement, ils vont très bien faire leur travail sur les insectes nuisibles ou ravageurs, mais il faut savoir qu'ils vont aussi tuer les auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires de culture, ça va être des insectes ou des animaux qui sont considérés donc, comme utiles et qui vont nous aider à réguler une population de ravageurs. Donc il n'existe pas aujourd'hui d'insecticides, de manière générale, systémiques, c'est-à-dire qui vont cibler qu'une seule espèce. Il existe des herbicides systémiques, mais pas d'insecticides, par exemple, systémiques. Donc là, ça pose un problème. Ensuite, au niveau des agriculteurs, c'est pareil. Pour limiter leur consommation, par exemple, d'énergie, l'Europe, avec la PAC, par exemple, quelques années, là, ça change un petit peu, va donc favoriser la production autonome d'énergie. Bon, classique, on va dire, que ce soit panneaux solaires ou éoliens, ou par exemple la méthanisation. Alors on en parlera à la fin, la méthanisation, c'est un sujet qui est apparu il n'y a pas très longtemps, on va dire, mais qui fait assez débat d'une manière générale. On verra après pourquoi. Ensuite, donc si on veut travailler en agroécologie, ce qui est bien, c'est que c'est diversifier notamment ces produits, puisque la plupart des produits donc, sont soumis à des marchés. Si un agriculteur produit que du blé et qu'effectivement le marché du blé s'effondre, alors c'est pas le cas là avec ce qui se passe dans le monde, au contraire, là c'est très très rentable, mais bon, on va dire que c'est exceptionnel. Diversifier la production ne peut être que bénéfique pour les agriculteurs. Ensuite, d'avoir une certaine autonomie dans leur production, dans leur vente, notamment par exemple en développant tout ce qui est circuit court ou circuit local. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, effectivement de faire venir des produits hors saison, de manger des tomates en plein hiver, d'acheter effectivement tous ces produits-là. On est bien conscient que ça participe au réchauffement climatique et que ça n'enrichit pas spécialement les agriculteurs. Donc là, c'est tout un système à revoir et tout le monde finalement est concerné, puisque tout le monde se nourrit, tout le monde consomme. Donc après, voilà, c'est ce qu'on appelle le consommateur, c'est-à-dire qu'en achetant effectivement de la viande qui vient du Brésil, on participe indirectement à ce système. Donc on est d'accord que c'est pas forcément facile de tout changer, il y a peut-être un certain coût, mais je vois par exemple, nous, l'exploitation agricole, donc on vend notre production localement, par exemple, donc on est certifié bio dans des limousines, et on vend par exemple moins cher que les steaks de Carrefour, par exemple. C'est un exemple. Donc c'est vrai que c'est possible, pas partout, mais c'est possible d'une manière générale. Donc filière courte, filière locale, et après pas hésiter à communiquer, c'est-à-dire que voilà, la communication entre les consommateurs et les producteurs est quand même la base de tout ça, parce qu'on voit que beaucoup d'agriculteurs malheureusement sont dans un certain mal-être, parce qu'ils ne sont plus considérés à juste titre, et là-dessus on en a tous conscience, et donc on est tous acteurs et responsables un petit peu de ce changement. Donc c'est ça qu'on essaye justement là de mettre en place, et que moi j'essaye de former mes élèves justement à ce changement, et je vois grandement depuis à peu près 20 ans le changement d'état d'esprit des élèves, en partie aussi de leurs parents, mais on a aussi conscience que de changer des techniques qu'on nous a appris à l'école et qui fonctionnent bien, bien sûr, c'est très compliqué. Donc
réapprendre un petit peu à produire, hein, c'est ce qu'on appelle voilà, enseigner à produire autrement, va prendre du temps, mais a un impact certain sur nos jeunes et donc nos futurs agriculteurs de demain. Donc là, j'ai choisi à peu près une grosse dizaine de solutions applicables pour justement créer une agriculture beaucoup plus durable et beaucoup plus qualitative demain. Donc, un des exemples, c'est les rotations des cultures. Donc, rotation des cultures, tout simplement, c'est que sur une même parcelle, on va diversifier notre assolement, donc diversifier les cultures et mettre donc sur 3, 5 ou plus années des cultures différentes. Les avantages, c'est que forcément, les espèces n'ont pas les mêmes besoins, donc ne vont pas épuiser le sol de la même manière, vont maintenir donc, notre sol fertile, puisque du coup, ils vont avoir des caractéristiques différentes. On va pouvoir, par exemple, ameublir notre sol avec des espèces qui vont avoir des systèmes racinaires différents, donc traçants par exemple ou pivotants. Donc par exemple, c'est un système qui permet de limiter le travail du sol. On en parlera un peu plus tard justement. Hein. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation ou la permaculture, bon, qui est un peu plus restreinte sur le monde agricole, plus au niveau maraîchage. Ça permet aussi de limiter grandement l'utilisation d'intrants chimiques, notamment de pesticides, puisque le fait de faire des rotations, que ce soit les maladies ou les insectes, donc, ne sont pas les mêmes en fonction des cultures. Donc le fait de changer d'une année sur l'autre, le cycle de vie, en connaissant le cycle de vie de reproduction de ces adventices, ou surtout de ces êtres vivants, donc les insectes, permet de casser justement ça. Donc voilà. Donc après, effectivement, une rotation, ça se réfléchit, ça se prépare. Bon, les agriculteurs, donc ça, c'est une des méthodes qui est presque utilisée par quasiment tous les agriculteurs, mais malheureusement, on va dire que ça peut être grandement amélioré. On peut augmenter l'assolement, donc augmenter le nombre de cultures sur la même parcelle. Après, il faut effectivement que toute la filière suive, que les coopératives suivent, que les acheteurs suivent, etc., pour acheter la production. Donc c'est pour ça que tout le monde, finalement, est concerné par ça. Alors, un autre système aussi qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle donc les cultures associées. Donc c'est tout simplement éviter les monocultures, parce que les monocultures, c'est ce qui pose problème essentiellement donc, sur les grandes cultures. Et c'est malheureusement ce qu'on est aussi en train de faire en forêt, c'est-à-dire que là je déborde un petit peu, mais ce qu'on a fait dans le monde agricole et ce qu'on essaie de changer aujourd'hui, malheureusement, donc en sylviculture, on reproduit la même chose, c'est-à-dire que ça va être des rangées d'arbres identiques. Et donc voilà, le problème, c'est pas les arbres en eux-mêmes, ni le blé ou le maïs en lui-même, c'est qu'on a une surface avec la même espèce partout. Et qu'au niveau biodiversité, effectivement, voilà, c'est très très réduit. Donc le fait d'associer plusieurs cultures, donc plusieurs techniques, que ce soit en bande ou mélangé, permet déjà de diversifier la production, donc la vente des agriculteurs, et permet notamment d'augmenter la production. C'est ce qu'on va appeler le surrendement. C'est-à-dire que si un agriculteur fait sur une parcelle du blé et sur une autre parcelle du maïs, par exemple, on va avoir par exemple 2 fois des rendements propres à chaque parcelle. S'il associe, les cultures vont interagir ensemble et donc on crée un surrendement. C'est ce qu'on appelle donc le 1 plus 1 égale 3. Parce que ces cultures vont se faciliter finalement leur rendement et leur production. En plus, ça va éviter notamment la propagation des maladies ou des ravageurs, parce que du coup, de passer par exemple des pics blé au fur et à mesure, ils vont avoir une barrière végétale au final qui va permettre justement de limiter cette propagation et donc du coup de limiter encore une fois les intrants et les pesticides. Donc évidemment, on ne peut pas faire ça avec toutes les cultures
Et ça nécessite une réflexion sur cette production et aussi sur la récolte. Ça veut dire que la plupart de ces nouvelles techniques, en fait, effectivement, nécessitent plus de réflexion et plus de temps que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, donc nos cultures associées, donc comme je disais, donc permettent de lutter notamment efficacement contre les adventices et la maladie, et donc on réduit efficacement notre utilisation d'intrants et aussi nos charges. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rendement, c'est une chose, mais si nos charges sont très élevées, finalement, le rendement ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qui est un petit peu délicat, effectivement, à bien comprendre. Et que le levier principal, c'est vraiment réduire les charges. Donc, les charges d'intrants. Donc, trouver toutes les solutions, notamment comme les cultures associées ou les rotations. Les cultures associées vont enrichir le sol, c'est-à-dire que là, ça va être des cultures de rente qu'on va récolter, mais on va par exemple faire des cultures intermédiaires qui vont permettre, notamment avec certaines espèces de famille, donc d'enrichir le sol, notamment en azote. On en parlera après avec notamment la famille des légumineuses. Donc c'est pareil, c'est pas nouveau, hein, mais ça mériterait encore d'être largement développé. Nos cultures associées, pareil, vont protéger le sol contre l'érosion. Donc l'érosion, ça va être la perte de notre sol, hein, que ce soit donc hydrolien par l'eau ou éolien par l'air. Parce que, notamment, ces différents systèmes racinaires donc, vont avoir des caractéristiques différentes qui vont permettre donc, de bien maintenir notre sol et de l'enrichir en même temps. Notamment, enfin, laisser un sol nu, hein, c'est ce qu'il y a de pire hein, pour des surfaces agricoles. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment, enfin, qui est vraiment à éviter d'une manière générale. Donc justement, c'est ce que j'en parlais, donc c'est ce que je disais, donc les cultures intermédiaires. Donc l'agriculteur va avoir une culture principale donc, qui va récolter donc, à un moment donné, et avant de ressemer donc, une autre culture quelques mois après, donc avant on laissait notre sol nu, donc, qui était grandement, on va dire, attaqué par l'érosion. Nos cultures donc, intermédiaires vont avoir un effet donc, de couvert par exemple, en fonction des espèces qu'on va mettre, et donc vont nous permettre notamment donc, d'enrichir le sol, de restituer par exemple l'azote capté par certaines espèces, donc de l'air dans le sol, et encore une fois de limiter nos charges puisqu'on limite nos fertilisants. Donc ça va permettre donc, de ne plus utiliser, de réduire grandement nos fertilisants, puisque du coup on va utiliser des amendements. C'est-à-dire que plutôt que de nourrir la plante directement en fertilisant, on va nourrir le sol. Donc la plante, après, pourra, on va dire, se nourrir directement dans le sol, et l'agriculteur n'aura plus spécialement, enfin, devra réduire grandement donc, ses charges. Donc ça, c'est des choses qui sont largement développées par les agriculteurs. En plus, nos cultures intermédiaires donc, vont permettre d'enrichir notre biodiversité de nos parcelles, et donc finalement d'accueillir énormément d'auxiliaires de culture, par exemple. Alors, on va parler des classiques coccinelles ou cirf, mais on en a des dizaines, hein, qui vont interagir avec, par exemple, les écosystèmes qui sont à côté, que ce soit donc nos bosquets, nos forêts, ou nos bandes enherbées, ou nos bandes fleuries. Et donc ça, c'est ce qu'on met justement de plus en plus en place autour des parcelles, et donc nos cultures intermédiaires vont faire un petit peu la liaison entre nos cultures principales et la culture suivante. Donc ça c'est pareil, c'est une technique qui est assez souvent utilisée, mais qu'on développe encore de plus en plus avec de nouvelles espèces. Alors, donc j'en parlais tout à l'heure, donc certaines plantes comme les légumineuses, donc ça va être par exemple le trèfle, le pois, la févrole,
donc ont une capacité, c'est-à-dire que ces espèces-là ont la capacité donc, de fixer donc, l'azote de l'air grâce donc, à une symbiose avec des bactéries dans le sol. Et donc, une fois que ces légumineuses donc, vont être détruites, vont permettre d'enrichir le sol et de nourrir la culture suivante. Donc, l'apport d'engrais, donc essentiellement d'azote, va permettre donc d'être réduit sensiblement. L'agriculteur peut aussi récolter, s'il veut, donc ces cultures, enfin, généralement. Et donc tout ça, évidemment, permet donc, de réduire encore une fois nos charges, de réduire tout ce qui est donc, consommation de fertilisants et de réduire indirectement notre production de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai qu'après, j'en parlais tout à l'heure, il faut que les filières, par exemple, se développent de plus en plus. Je vais prendre un exemple sur la férole, donc, qui est une légumineuse, qu'on exporte essentiellement donc, sur l'Afrique du Nord, par exemple. Mais il existe énormément de légumineuses, mais qui sont très peu utilisées. Donc cette filière, effectivement, mériterait grandement d'être développée pour la production, les écosystèmes et toute la filière. On s'en sert donc pour nourrir le bétail, mais voilà, nous humains, on consomme très peu finalement de légumineuses. Donc c'est une filière d'avenir, on va dire, qui permettrait donc de réduire l'achat par exemple d'aliments pour les éleveurs et d'avoir des revenus un peu plus conséquents pour les agriculteurs. Alors, donc un autre système, puisque du coup, après-guerre, on nous a forcé un peu à se spécialiser, soit en grande culture, soit en élevage. Mais il faut savoir que le système polyculture-élevage qui existait avant et qui existe donc dans de nombreux pays est un système qui est quasi autonome. Alors comment fonctionne ce système tout simplement? C'est-à-dire que l'agriculteur va avoir donc, des animaux et des cultures. Donc les cultures vont servir en partie donc, à nourrir nos animaux, et nos animaux, par leurs effluents, donc, vont permettre d'enrichir notre sol et donc, encore une fois, de réduire notre consommation en fertilisants et donc de réutiliser un petit peu en circuit fermé, finalement, toute notre production. Donc les agriculteurs qui sont en système polyculture-élevage peuvent être quasiment autonomes. Effectivement, les agriculteurs qui sont spécialisés en grande culture ou en élevage peuvent, et c'est ce qui se passe alors, surtout dans le sud de la France, effectivement, s'associer et puis donc travailler ensemble. C'est vrai que les agriculteurs ne sont pas obligés de faire polyculture-élevage, mais ils peuvent communiquer avec leurs voisins et donc s'associer dans ce sens-là. Donc ça, c'est très très présent dans le sud de la France. Ça mériterait, dans notre région, en Normandie, développer de plus en plus. Alors, effectivement, les cultures sont un petit peu différentes, mais voilà, cette quasi-autonomie des exploitations agricoles qui existait avant, ce système permettrait donc de rétablir un petit peu cet équilibre. Alors, un des systèmes aussi importants qui est présent dans les écosystèmes naturels, c'est donc le rôle des auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires de culture, dans les écosystèmes naturels, régulent les populations d'insectes nuisibles ou pas. L'objectif pour les agriculteurs, c'est d'utiliser ces auxiliaires de culture à bon escient, notamment pour réduire l'utilisation encore d'insecticides, par exemple. Donc, il faut avoir une bonne connaissance effectivement des prédateurs naturels des ravageurs. On peut effectivement donc tout simplement conserver, on va dire, notre biodiversité proche des champs, ou alors la recréer. C'est-à-dire la recréer, par exemple, avec des bandes fleuries, ou recréer des écosystèmes différents, que ce soit laisser par exemple les ruisseaux ou les mares, plutôt que les combler, créer donc des bandes enherbées ou des bandes fleuries,
créer en fait des milieux variés pour que justement ces milieux accueillent tous ces auxiliaires de culture, recréent un écosystème autonome et puissent réguler naturellement ces ravageurs des cultures. Donc ça ne permet pas de se passer complètement de pesticides, mais ça permet encore une fois de réduire. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris, l'objectif c'est de réduire un petit peu à chaque poste au final, en combinant un maximum de solutions proposées. Évidemment, chaque agriculteur aura un environnement différent, donc il faudra qu'il adapte à ses parcelles et son environnement différent, les différentes techniques. Voilà. Donc, nos auxiliaires de culture permettent de rétablir l'écosystème naturel. On met en place tout ce qu'il faut pour les accueillir. Donc, comme souvent on dit, le gîte et le couvert. Donc, que ce soit par exemple recréer des haies, recréer donc des bandes fleuries, planter, alors on verra après par exemple en système agroforestier ou sylvo-pastoral, donc mélanger un petit peu les arbres, donc les pâtures, les grandes cultures, dans l'objectif que cet écosystème puisse s'autoréguler. On peut, si effectivement les parcelles sont très grandes ou le système est un peu différent, réintroduire, on va dire, alors par exemple, nous on utilise donc des outils d'aide à la décision comme par exemple des drones pour larguer notamment des auxiliaires de culture sur nos parcelles. C'est une technique effectivement qui permet, on va dire, de faire une transition avant que l'écosystème naturel, on va dire, se rétablisse. Alors, l'agriculture biologique, bon, je pense que tout le monde sait un petit peu le principe. C'est pas forcément la solution miracle, mais voilà, on peut s'en inspirer. Donc, le principe de l'agriculture biologique, c'est tout simplement réduire tout ce qui est pesticides et fertilisants de synthèse, éliminer les antibiotiques donc pour l'élevage, pas d'OGM non plus. Alors après, donc, il propose les rotations de culture, mais là, il faut bien sûr associer avec toutes les autres solutions qu'on a. L'agriculture biologique, c'est pas applicable pour tous les agriculteurs, c'est pas applicable pour toutes les parcelles, mais ça répond notamment à une demande croissante, alors on l'a vu pendant le confinement, c'est un petit peu réduit, de la population et des consommateurs. Alors il faut juste savoir qu'effectivement l'agriculture biologique au niveau des consignes, on va dire, est différente selon les pays et les continents. Donc effectivement l'agriculture, des produits bio qui proviennent d'Espagne n'ont pas spécialement les mêmes exigences que nos produits qui viennent de France. Mais voilà, on note bien que tous les ans, on a à peu près 10% des exploitations qui passent au bio. Alors, on a conscience qu'au niveau de l'Europe, les aides et les financements mettent un petit peu de temps à arriver et découragent à juste titre les agriculteurs qui voudraient passer au bio. Donc voilà, encore une fois, il faut que tout le système, effectivement, favorise ces nouvelles surfaces. Voilà, on est à peu près sur x4 par 10 ans de surface biologique, et il peut juste avoir sur une exploitation agricole, sur un territoire, plusieurs exploitants agricoles qui vont donc se mettre ensemble. Effectivement, c'est souvent ce qu'on me dit, voilà, si le voisin n'est pas en bio et moi je suis en bio, finalement je ne suis pas vraiment en bio. Alors, c'est pas faux, effectivement, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que la démarche reste une démarche personnelle, la démarche de l'agriculteur, voilà, de passer en bio, et après de favoriser toute cette filière-là. C'est une filière qui est en fort développement. C'est pas forcément la plus favorable, par exemple, à la biodiversité ou à la restauration des écosystèmes. Une des techniques que je dois parler après, voilà, l'agriculture de conservation, par exemple, est beaucoup plus favorable à nos êtres vivants, à une microfaune du sol. On a fait des protocoles, par exemple, pour étudier notre faune du sol, et on a vu que nos êtres vivants du sol étaient plus présents en agriculture de conservation qu'en agriculture biologique.
Donc voilà, l'agriculture biologique, ce n'est pas la solution miracle, c'est une solution qui peut être appliquée à certains endroits. Mais voilà, l'agriculture de conservation est beaucoup plus efficace pour restaurer notre biodiversité et nos écosystèmes naturels. Alors, qu'est-ce que l'agriculture de conservation? Donc, conservation des sols. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter au maximum le travail du sol. Parce que donc, le travail du sol, notamment le labour en profondeur, même si ça a une utilité, a des inconvénients. Donc ça, il faut bien avoir conscience de ça. Nous, on a fait des protocoles, par exemple, pour étudier les vers de terre, donc les lombriques, et on a vu qu'un labour, par exemple, détruisait donc quasiment 90% de la population donc, de lombriques, et mettait à peu près 5 ans pour redevenir normal. Contrairement à l'utilisation de pesticides, où les lombriques revenaient 1 ou 2 ans après. Ce qui est assez finalement étrange, puisqu'effectivement, un pesticide va tuer directement, mais va être, on va dire, lessivé aussi beaucoup plus rapidement. Bon, se retrouver effectivement dans l'eau et dans les nappes phréatiques, mais le sol va redevenir naturel avec sa population beaucoup plus rapidement en agriculture de conservation en agriculture biologique où on autorise complètement le travail du sol. Donc, réduire, voire supprimer complètement le travail du sol, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des semis directs. D'accord ? Donc, évidemment, ça demande une réflexion sur la parcelle des agriculteurs, ça demande des outils différents, mais des outils qui sont aujourd'hui largement développés. Ça nécessite aussi donc d'avoir des couverts végétaux, donc, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas laisser donc, les sols nus et donc sensibles à l'érosion. Favoriser au maximum donc, les rotations. C'est ce qu'on applique notamment en permaculture, parce que finalement l'agriculture de conservation, la permaculture, on va dire que c'est un dérivé, une culture permanente de l'agriculture de conservation, c'est une des techniques. Alors peut-être que vous connaissez la ferme du Bec-et-Jean qui n'est pas très loin, qui est assez connue au niveau permaculture. Bon, il y a des avis complètement différents sur ça. Je ne vais pas spécialement donner mon avis, mais voilà, il faut savoir que l'avantage de la ferme du Bec-et-Jean, c'est qu'au moins ça a fait connaître ce système de permaculture, mais qui n'est pas applicable, ou difficilement applicable, on va dire, en grande culture ou tout au moins sur des grandes parcelles. On peut s'en inspirer, c'est ce qu'on fait, mais voilà. Donc c'est un des dérivés de l'agriculture de conservation. C'est beaucoup plus applicable en maraîchage, et donc voilà, si vous faites ça en maraîchage, c'est beaucoup plus facile, les surfaces sont beaucoup plus petites que les grandes cultures. C'est ce que font d'ailleurs, c'est ce qu'ils font à la ferme du Bec-et-Jean. Donc, ce grand tableau-là a été fait par le CIRAD, nous montre notamment qu'en fonction des techniques du sol, notre sol va être beaucoup plus riche et fertile qu'un sol travaillé. C'est-à-dire que par exemple, si on ne perturbe pas le sol en limitant le travail du sol, on va limiter le ruissellement et donc favoriser l'infiltration de l'eau dans nos sols. Donc on va avoir une réserve en eau qu'on appelle pour les végétaux beaucoup plus importante. On va avoir donc une litière qui va se former, c'est-à-dire des végétaux plus ou moins en décomposition qui vont enrichir notre sol, amener donc une microfaune pareille du sol propice à notre développement de notre écosystème et de biodiversité. Les aléas climatiques, donc on va être beaucoup moins sensible puisque notre sol va être protégé naturellement. De toute façon, il suffit de regarder ce que fait, on va dire, la nature tout simplement. La nature ne laisse pas un sol nu. Il y a toujours des espèces qui vont venir. Donc voilà, encore une fois, on s'inspire des écosystèmes naturels. Les associations de cultures, les rotations, les cultures intermédiaires, tout ça, ça fait partie du principe de cette agriculture de conservation. On limite notre pollution du sol, on limite notre pollution de l'eau et le ruissellement.
on limite notre pollution de l'air, on réduit nos charges. Bref, il y a énormément d'avantages. Des inconvénients, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu parce que du coup, il faut changer de pratique, il faut des nouveaux outils. Bon. Mais c'est pareil, il y a encore moyen de contourner ces inconvénients. Alors, un des autres systèmes, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'agroforesterie, qui est en fort développement en France et en Europe depuis plusieurs années. Donc l'agroforesterie, c'est tout simplement la combinaison d'arbres sur des parcelles agricoles. Donc, encore une fois, ça se réfléchit, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se passer des machines et de rendre le travail de l'agriculteur plus dur. Voilà, les machines sont faites pour nous aider. Donc, notamment, si on plante nos arbres sur nos parcelles, réfléchir à notre plus grande machine, qui est essentiellement des pulvérisateurs, et donc planter, évidemment, nos arbres de la largeur de notre pulvérisateur. On peut aussi associer les animaux. Alors bon, voilà, la fameuse image avec les vaches, les pommiers, les pâtures. Bon, ben voilà, là on est en polyculture élevage, on est sur un système, donc nos animaux vont enrichir le sol, donc finalement va permettre de nourrir, là c'est un verger. C'est le même principe en agroforesterie, c'est-à-dire que une fois qu'on a planté nos arbres, déjà ça va faire une production et donc un revenu supplémentaire pour l'agriculteur au bout de, on va dire, 30 à 50 ans en fonction des espèces. Ça va permettre, avec les déchets organiques des végétaux, d'enrichir le sol. Ça va permettre d'accueillir une biodiversité beaucoup plus importante, donc des auxiliaires du sol et des auxiliaires de culture qui vont donc naturellement être présents sur nos arbres et nous permettre de réduire nos pesticides. On peut associer aussi des bandes enherbées ou des bandes fleuries, c'est ce qu'on fait au niveau de nos lignes, de nos arbres d'alignement. Si on plante effectivement des fruitiers, ça peut faire une sorte de revenu spécifique. Bref, on a l'agroforesterie a de nombreux avantages et donc nécessite effectivement une réflexion, souvent une aide de conseiller pour quelles espèces on va mettre en place. Alors bon, on va dire qu'entre 5 et 10 espèces différentes, c'est suffisant. Bien réfléchir au type d'espèces, notamment au niveau des racines, c'est-à-dire que plutôt privilégier par exemple les racines pivotantes, c'est-à-dire qui vont aller plutôt dans le sol que les racines traçantes, parce que sinon on va être obligé de passer dans une machine pour couper, parce qu'il peut y avoir une certaine concurrence, on va dire, entre nos cultures et nos rangées d'arbres. Pour les éleveurs, c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, pour le bien-être animal tout simplement, parce que de nombreux animaux sont dans les pâtures où il n'y a pas un arbre. Donc par exemple cet été c'était très compliqué pour les animaux, donc ça leur permet de se mettre à l'abri, ça rapporte une certaine humidité, ça peut ramener aussi de la nourriture, parce que tout ce qui est arbre alimentaire, alors, je pense aux mûriers par exemple ou aux frênes, qui permet notamment de diversifier notre aliment pour nos animaux. Les vaches vont pâturer, mais vont aussi pouvoir se nourrir de nos espèces. Donc on va réduire aussi en partie nos charges. On peut s'en servir notamment de bois de chauffage, pour faire des poteaux de clôture, etc. Les racines des arbres ou des arbustes vont permettre un enrichissement du sol par cette vie microbienne, de garder notamment le sol au niveau de l'érosion. Cette technique d'agroforesterie finalement n'est pas nouvelle et c'est ce qu'ils mettent en place notamment en Afrique du Sud avec des cultures sous forêt. C'est notamment une des solutions qui est proposée là-bas pas par le gouvernement actuel, mais par les opposants, on va dire, pour limiter au maximum cette déforestation et permettre à cette population de se nourrir, parce que c'est bien légitime. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout couper et de faire des monocultures comme on l'a fait. Alors, une des autres solutions, ça va être d'apporter ce qu'on appelle du BRF. Alors, pour faire simple, c'est des copeaux de bois, qui peuvent provenir notamment de nos arbres d'alignement en agroforesterie quand on les taille, ou de nos haies par exemple.
Donc en fonction de nos copeaux et de nos espèces, on va pouvoir donc les mettre en surface de sol. Et donc cet amendement naturel va déjà protéger notre sol des adventices, va réduire les besoins en eau et garder une certaine humidité en surface sur nos parcelles. La décomposition de nos copeaux va créer donc une sorte d'humus et enrichir notre sol naturellement. Toutes ces matières minérales vont permettre aussi d'alimenter nos arbres, nos haies et nos cultures, et notamment tout ce qui est donc mycélium, c'est-à-dire tout ce qui est champignons du sol, parce que donc il faut savoir que le sol est truffé de champignons. Alors ce que j'appelle champignons, c'est pas forcément ce qu'on va ramasser, un bolet, cèpe, etc. Ça c'est la fleur de l'être vivant. Le champignon lui-même, c'est une racine donc, en sous-sol, qui est à 99% associé en symbiose avec les arbres. C'est-à-dire que les champignons donc, vont apporter les éléments minéraux, parce qu'eux sont beaucoup plus capables de les exporter donc, pour eux, vont les faire passer donc, à nos végétaux, et donc les végétaux, grâce à la photosynthèse, vont permettre donc, de leur passer du glucose, donc du sucre, directement donc, pour les champignons. Donc quasiment tous les végétaux sont associés en symbiose mycorhizienne donc avec les champignons. Le fait d'amener donc du BRF, vous avez peut-être déjà vu que les champignons naturellement vont se développer. Et donc voilà, cette technique-là effectivement est intéressante. Un des inconvénients, c'est qu'effectivement la décomposition de ces copeaux en fonction de leur diamètre peut mettre un certain temps. Alors, on peut effectivement les assimiler en faisant un léger travail du sol, mais voilà, il faut savoir que cette parcelle peut rester, on va dire, hors culture pendant quelques années si effectivement la décomposition et le diamètre de nos copeaux n'est pas forcément adapté à notre climat et à notre parcelle, donc notre sol. On a mis ça en place, nous, sur le lycée. Bon, on n'a pas forcément choisi la bonne parcelle, donc voilà, il va falloir qu'on refasse des tests, mais de toute façon, voilà, l'objectif c'est de faire un maximum de tests avec différentes techniques sur différents endroits pour voir où ça marche. Alors, la méthanisation. Donc la méthanisation à la base, c'est une façon donc, de produire de l'énergie avec les effluents des exploitations agricoles. Donc l'objectif c'était bien de se servir des déchets. Donc la méthanisation en fait, contrairement au compostage, se déroule en milieu fermé. Donc on voit beaucoup d'unités de méthanisation qui se construisent en France à droite à gauche. Ça fait assez débat. En Allemagne, ça a fait beaucoup de débat ces dernières années parce qu'ils n'avaient pas exactement les mêmes règles que nous. Donc finalement, cette décomposition se produit donc, dans ces unités en circuit fermé, donc va produire donc, des gaz et des effluents donc, qui vont permettre notamment de créer de l'énergie et puis donc aussi des fertilisants. Le problème est que la méthanisation, comme je disais tout à l'heure, devait servir de recyclage, si vous voulez, des déchets. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on va plutôt créer des cultures pour alimenter le méthaniseur. Et c'est pas le principe. C'est-à-dire que, comme les agrocarburants, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on va peut-être créer des parcelles pour conduire, finalement, mais bon, si on arrive à un problème ou en pénurie, est-ce qu'il vaut mieux rouler en voiture ou manger? La question ne se pose pas. Là, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est à un autre sens, on va dire un peu une aberration de créer, de produire des cultures exclusivement pour la méthanisation. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de régler, qu'on est en train de réglementer, on va dire, un petit peu plus. Alors bon, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment ERDF par exemple, et puis à certains professionnels aussi, mais bon, je pense que voilà, c'est une bonne idée à la base, mais qui ne doit pas forcément être déviée de son sens premier, la méthanisation. D'ailleurs, il y a beaucoup de réunions et de débats ces derniers temps, si ça vous intéresse, dans le coin. Voilà. Voilà, après, à Breteuil, etc. Bon, voilà, ça fait une réunion il n'y a pas longtemps. Bon,
ça fait beaucoup débat, et à mon avis, pour être direct, il y a beaucoup de langue de bois sur ce sujet. Mais bon, après, chacun est dans son rôle, on va dire, sur ça. Bon. Au moins qu'on nous présente les avantages, ok, mais les inconvénients. Moi, en tant qu'enseignant, c'est ce que je dois présenter à mes élèves. Après, l'élève, le futur agriculteur, va choisir, mais au moins qu'il ait les tenants et les aboutissants, et qu'il sache un petit peu ce qu'il fait, et qu'il ne se rende pas compte après, ah bah, finalement, il y avait tous ces inconvénients. C'est ça vraiment l'objectif. Alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, l'agriculture connectée, donc c'est tout simplement le numérique comme outil d'aide aux agriculteurs. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose en fort développement. Ça crée des nouveaux emplois, notamment dans tout ce qui est donc, construction, suivi, maintenance, exploitation des données, parce que c'est pas donné à tout le monde de lire, par exemple, les réceptions d'images des drones. Donc ça crée de nouveaux emplois, mais ça peut aussi en faire disparaître, notamment sur l'exploitation agricole, tout simplement. Donc ces outils connectés, donc c'est des outils purement numériques. Alors par exemple, les GPS, ça existe déjà depuis un bon moment, mais là on va plutôt parler des drones ou des robots. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être que l'agriculteur puisse prendre les décisions adaptées à chaque parcelle en fonction de sa façon de faire. Je vais prendre un exemple. Nous, le drone qu'on a au lycée, donc on s'en sert notamment pour ce qu'on appelle l'agriculture de précision, c'est-à-dire, encore une fois, réduire nos intrants. On a réduit à peu près de 50% nos intrants. C'est-à-dire que habituellement, s'il y a besoin de traiter ou de fertiliser, on va faire toute la parcelle. Bon. Or, si la parcelle est grande, les besoins sont différents en fertilisant, et les attaques, par exemple, d'insectes ou la configuration d'adventices va être différente sur les parcelles. Le drone va nous permettre justement d'adapter nos apports précisément, et donc de réduire, encore une fois, nos charges et donc nos apports. Les stations météo, c'est pareil, ça c'est une agriculture connectée qui est grandement utilisée, qui est très très pratique. Alors après, il ne faut pas forcément être ultra dépendant. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est la météo qui règle un petit peu les travaux des champs, pour résumer. Et que forcément, si un agriculteur va avoir des parcelles un petit peu éloignées, les conditions météo vont être différentes. On a vu cet été, par exemple, avec des orages très localisés. Donc, forcément, après, on ne peut pas faire du tout les mêmes travaux sur des parcelles différentes. Mais au moins, voilà, ces stations météo-là, qu'ont les agriculteurs donc, chez eux, et sur les différentes parcelles, vont permettre de faire un emploi du temps beaucoup plus précis, et donc d'adapter vraiment les différents travaux sur les parcelles. Donc ça reste vraiment quelque chose en voie de développement et qui doit rester un outil d'aide et pas remplacer complètement l'agriculteur comme on pourrait voir dans certains récits ou films d'anticipation. Ça reste voilà, un outil. Donc là, j'ai énoncé donc, quelques techniques. Donc on en a d'autres. J'ai choisi de choisir des classiques, des plus simples, des techniques un peu, on va dire, avant-gardistes. Donc de plus en plus d'agriculteurs utilisent déjà ces techniques et utilisent et s'intéressent à ces nouvelles techniques. Les solutions, il n'y a pas de solution miracle. Il faut évidemment avoir envie de changer et envie de s'améliorer, on va dire, et de produire mieux et d'avoir évidemment des revenus corrects, c'est la moindre des choses. Donc les solutions vont être adaptées pour chaque agriculteur, pour chaque parcelle, à son type de sol, on en parlait tout à l'heure, au niveau du climat, au niveau de son assolement, donc du choix des cultures qu'il a décidé de faire. L'agroécologie, l'agroécologie est une des techniques, regroupe un ensemble de techniques, pour certaines qui sont déjà
très bien au point. On a encore beaucoup à faire pour innover et trouver des nouvelles techniques. Beaucoup d'agriculteurs, justement, nous aident dans ce sens-là. Ils sont intéressés par toutes ces nouvelles démarches. Par exemple, presque 92% des agriculteurs utilisent une des démarches que j'ai utilisées. Alors, bon, je vais prendre la première, les rotations. Ça, je pourrais presque dire que 100% des agriculteurs utilisent. Après, ces rotations peuvent être grandement améliorées. 73% de ces agriculteurs veulent limiter les intrants, alors essentiellement pour réduire leurs charges, mais aussi s'ils ont, on va dire, une vision un peu plus écologique ou tout au moins respectueuse de l'environnement, de leur santé, etc. Donc ça, c'est une multitude de solutions. Demain, on va en trouver d'autres. Donc voilà. Et nous, consommateurs, on a aussi notre part à faire là-dessus. Pour aller voir les agriculteurs, aller discuter avec eux, pas forcément les stigmatiser et puis reprendre ce qu'on entend aux informations. Discuter avec eux, communiquer et consommer aussi peut-être autrement. Donc voilà. C'est fini. La parole est au public, s'il y a des questions. Vous avez besoin du micro peut-être J'avais une question, peut-être on va m'entendre. J'avais une question concernant la slide 2. À la fin, vous montrez des cultures en bande. Oui. Alors il y a blé et févrole de mémoire. Et alors moi, cette image-là. Alors, comment on peut moissonner le champ? Voilà, c'est tout bête ma question. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a certaines photos, effectivement, qui sont très parlantes pour montrer les cultures en bande. Ça nécessite des outils spécifiques, mais généralement, les cultures associées les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle ici donc, un métail, c'est-à-dire que c'est une association céréales et légumineuses. Donc on va mettre par exemple du blé et puis de la févrole. Mais du coup, on va récolter donc tout en même temps. Ce qu'il y a à côté, effectivement, là, ça nécessite des outils spécifiques, parce qu'après, il faut aussi que nos cultures soient, on va dire, récoltables à la même époque, pour limiter le travail. Donc ça nécessite en fait des outils différents et une réflexion sur nos époques de semis et nos époques de récolte. Alors ça veut dire que quand on moissonne ce champ-là, on arrive à séparer ensuite, non pas le bon grain de livret, mais les grains de blé des fèves. Alors après, on va avoir des trieuses, c'est-à-dire qu'il faut que la filière, après, effectivement, accepte, nous par exemple, notre filière ne va pas accepter certaines graines, donc on va favoriser certaines associations de cultures que notre filière va prendre. Donc oui, ça permet de séparer. Oui. Je voulais revenir sur une des choses que vous avez dites tout à l'heure qui m'a un peu étonné par rapport à l'agriculture biologique, que je pense m'en connaître assez bien depuis assez longtemps. Je ne suis pas agriculteur, vous avez dit qu'en fait les normes n'étaient pas forcément les mêmes en Espagne qu'en France. Ça, je pense que faut nuancer. Le cahier des charges au niveau de l'agriculture biologique, au niveau européen, est unique, ainsi que les méthodes de contrôle. Donc c'est les mêmes normes qui s'appliquent. Après, évidemment, si on prend l'agriculture biologique extrêmement poussée, bien qu'on respecte le cahier des charges, mais extrêmement poussée au niveau des serres du sud de l'Espagne, bien sûr que c'est l'agriculture biologique, mais dont on fait produire le maximum de choses, donc ça a forcément des conséquences. Pour autant, les cahiers des charges sont harmonisés au niveau de l'Europe et les méthodes de culture aussi. Il faut nuancer aussi parce que par rapport à des pays qui produisent bio au niveau de l'Europe, la France produit la bio avec un environnement qui est relativement défavorable, puisque c'est aussi le pays qui a une culture dite conventionnelle, chose que je conteste parce que la culture conventionnelle n'a rien de conventionnel.
mais est un pays qui produit avec le plus d'intrants chimiques au niveau européen. Donc l'environnement de l'agriculture globale en France est potentiellement le plus pollué. Donc ça remet en cause aussi la qualité bio de ce qui est produit en France. Donc, là aussi, il faut nuancer, mais enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que vous avez dit, c'est que, en fait, moi j'ai de la famille effectivement qui est en culture biologique, enfin, qui est en monde agricole en culture biologique, et en fait les différentes possibilités que vous avez présentées, en fait, s'interpénètrent. Je veux dire, les gens que je connais qui sont de ma famille, ils ne se limitent pas à faire de la bio, ils sont labellisés bio, mais ils ne se limitent pas à faire de la bio, ils utilisent aussi des techniques qui sont de plus en plus, qui sont issues de l'agroécologie, de la permaculture, enfin, etc., etc. Ils essayent de réduire le travail du sol, enfin, etc., parce qu'ils sont conscients aussi que, comme vous avez dit, la bio, enfin, l'économie de la bio n'est pas la réponse à tout, mais comme a dit l'un d'entre eux qui est professionnel, on a une responsabilité au niveau de la population que nous produit d'alimentation, c'est de produire la meilleure alimentation possible, et donc on ne peut pas ne pas produire bio. Oui, non, mais voilà, vous avez complètement raison. C'est un mix, effectivement, voilà, de un petit peu toutes ces techniques. Voilà, si on veut, effectivement, voilà, mixer comme vos amis le bio avec d'autres techniques. Oui. Très bien. On n'a pas entendu le mot jachère. Ça Oui. n'existe plus. Alors, si, ça existe, mais après, moi, j'ai pas tout présenté. Après, bon, une jachère, c'est donc une mise, on va dire, hors culture d'un sol. Après, il y a la PAC donc, qui réglemente assez ça. Donc, si, ça existe toujours. Après, l'objectif voilà, d'une jachère, c'est de laisser reposer le sol, de laisser donc, justement cette fertilité du sol et notamment toute cette biodiversité revenir. Donc si, ça, après il y a oui, une réglementation, ça existe toujours. Bon voilà, la PAC change. Toutes ces infrastructures agroécologiques, c'est comme ça qu'on les appelle, sont à développer de plus en plus. Après, je dirais qu'il faut pas forcément que ça soit une incitation, on va dire, réglementaire. Il faudrait que ces jachères, effectivement, que ça soit une volonté personnelle, on va dire, au niveau des sols. Si on voit qu'on a un problème sur telle ou telle parcelle, on va peut-être effectivement la mettre en jachère. Mais si, ça existe toujours. Oui, Je trouve dans votre exposé oui, vous ressortez, il y a les techniques, oui, et à chaque fois, vous parlez du revenu. oui. Et je trouve que derrière tout ça, il y a toute une philosophie qui nécessite un équilibre. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est travailler du vivant. Donc cette notion du vivant, vivant du sol, vivant aussi des hommes qui vivent sur ça, et effectivement permettre à tous ces vivants de subvenir. Donc c'est un peu cette notion sous-jacente du problème auquel on est confronté aujourd'hui. L'écologie, comment vous intégrez ça au niveau même de l'enseignement dans les écoles d'agriculture, cette approche plus générale de traitement du vivant. Donc respecter, par exemple, voilà, le vivant dans nos pratiques, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le respect du vivant, le respect du sol nécessite parfois de rogner sur un aspect de rendement, oui. Donc de trouver cet équilibre qui fait qu'on vit avec ce qu'on a et on respecte la vie, mais en même temps, on respecte le sol, mais on en tire un revenu. Enfin, je ne sais pas si je... Alors, oui, je vois un petit peu, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, voilà, on ne peut pas faire la même chose sur toutes les parcelles, toutes les exploitations. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des parcelles qui vont avoir un terrain, on va dire, un environnement beaucoup plus propice, et qu'effectivement, bon, bah là, on ne va pas avoir besoin donc d'avoir énormément
d'intrants, par exemple, et on va avoir naturellement une production et un respect, on va dire, du vivant, de notre sol, etc., plus naturel. Il y a d'autres parcelles où effectivement ça va être plus compliqué. Alors après, est-ce qu'on est obligé, par exemple, de forcément se dire, bon bah non, mais je vais forcément faire du blé, puis ramener des intrants sur cette parcelle parce que c'est ce que je veux, ou je ne peux pas faire autre chose, faire une pâture ou quoi que ce soit. Alors peut-être qu'effectivement il va y avoir une perte de revenus au début, mais c'est vrai que ce changement-là est possible. En fait, c'est vraiment l'agriculteur qui va choisir, en fonction de ces différentes parcelles et ces zones, un petit peu, un équilibre pour avoir des revenus, enfin un revenu tout court déjà, je vais dire correct, mais déjà un revenu tout court, et puis respecter voilà, le vivant, son exploitation et ses différentes parcelles. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je suis là-bas. Il a levé la main depuis un petit moment. Oui. Pour conclure, moi, je vous remercie de l'honnêteté de vos propos. Vous avez balayé tous les types d'agriculture possibles, ce qui est très bien. Elles sont toutes louables, toutes possibles. Aucune n'est à exclure, elles peuvent toutes cohabiter. Mais je voudrais repartir d'un petit peu plus loin. Nos grands dirigeants d'après-guerre avaient fait le vœu, le monde qui crevait de faim en 1945, une agriculture abondante, sûre et bon marché. Abondante, on a réussi, et surtout ce qu'on a réussi, c'est le bon marché. Le bon marché, ce qui fait qu'il y a un tiers des agriculteurs qui touchent 300 € par mois, avec un suicide par jour. Le consommateur pousse son caddie avec toute l'abondance possible et inimaginable. Il y a l'abondance. On entrevoit une famine avec des événements qui se profilent dans l'Est de l'Europe. Il ne faut pas oublier que le monde a vécu pendant 2000 ans avec les famines. Et donc, c'était un sujet récurrent. On ne l'a plus. Évidemment, les tickets de rationnement de 45, ça a disparu, 49 même, que je crois que mes parents en avaient pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est ce fameux bon marché, c'est le contrat qui perdure. Tous les systèmes de culture que vous avez développés peuvent s'adapter à une région ou une autre, une philosophie personnelle des uns et des autres, aucune n'est à exclure, sauf que vous êtes obligé de faire une espèce de course ou au rendement ou à autre chose pour en tirer un revenu. Et la plupart des agriculteurs n'ont pas de revenu. Alors ça c'est un sujet que je voulais, encore une fois, je disais, je partais de loin, mais c'est un constat que l'on fait aujourd'hui. Le consommateur ne veut pas payer ou ne peut pas payer, parce qu'il y a entre millions en France, 9 millions, je n'aime pas le mot pauvre, mais de gens qui achètent pas un produit, ils achètent du prix. Quand ils touchent le caddie, ils se foutent que c'était du Brésil, de l'Argentine ou de France ou d'Espagne, ils achètent du prix. Et ça, voilà, on peut le savoir. Ce qui peut pénaliser effectivement les produits bio, puisqu'ils sont quand même plus chers, et ils s'adressent à qui? Voilà, je ne fais pas du tout le procès du bio, comme je dis, tous les systèmes sont louables. Voilà. Alors après, vous avez dit que pour la forêt, vous-même, je pense que vous êtes capable de rectifier, la forêt en France, depuis 50 ans, a progressé de 10%. Donc, le sujet pour les Français n'est plus long. Pour ce qui est de la santé, alors enquête MSA, plus des cabinets spécialisés sont intéressés à la santé des agriculteurs. Alors très curieusement, les agriculteurs vivent plus vieux que les autres et ont moins de maladies que les autres, moins de cancers notamment, 29% très officiellement, 30%, enfin. Pourquoi? Vie au grand air, horaires réguliers, exercice physique, etc., etc. C'est plutôt moins fumeur, etc. Donc finalement, l'argument santé, contrairement aux idées reçues, interrogez tout le monde dans la population, on va vous dire que les agriculteurs sont gravement en danger. Ce qui n'est pas faux, ce qui était le cas pour les arboriculteurs il y a 20 ou 30 ans, avec des tracteurs sans cabine et non pulvérisés. Et eux qui ont quelques Parkinson et autres. Mais l'argument santé, je rassure les consommateurs qui pourraient être ici, ils mangent d'une façon parfaitement sûre. Alors, je voulais dire aussi qu'on demande aux agriculteurs aujourd'hui de nourrir la planète
et de réparer la planète en même temps. Ils n'ont pas complètement contribué à la détruire, que je sache. Ils ont, dans le bénéfice-risque, parce qu'on raisonne comme ça en médecine, sachant que les agriculteurs sont aussi un peu les médecins des plantes, comme les médecins des hommes pour les médecins. Le bénéfice-risque, le bénéfice, c'est qu'il n'y a plus de famine, et le risque, c'est qu'on a un petit peu tiré, c'est vrai, sur les sols et sur la planète. Alors, quand on dit épuisement des sols, attention, vous allez sur le Neubourg, enfin, vous connaissez bien, je connais très bien Chambray, moi je ne suis pas très loin, je connais bien votre établissement. Autant vous dire que les sols avec 120 quintaux de blé ne s'épuisent pas. Le seul souci que l'on a depuis 20 ou 30 ans, il pleut moins. La pluviométrie étant moins importante, les rendements stagnent. Et donc ça, il ne faut pas faire la confusion entre l'épuisement des sols et puis la climatologie qui n'est plus la même qu'avant. Il faut reconnaître qu'on a perdu 200 mm de toute part. Voilà un certain nombre d'arguments que je voulais vous dire, sachant que la Terre est une orange, et on produit sur une tranche d'orange, quand on enlève les océans, les montagnes, les terres acides, une tranche d'orange. Et donc, pourra-t-on, en produisant moins, nourrir 10 milliards de personnes? Parce que, il ne faut pas rêver, certains systèmes que vous avez présentés, on produit quand même beaucoup, 2 fois moins. Hein. Et 2 fois moins, qu'est-ce qu'attendent de nous la plupart des pays voisins qui ne sont que des déserts, je parle surtout des pays du Maghreb, qu'on leur mette du blé, qu'on leur livre du blé. Et si nos grands bassins de production, que ce soit la Beauce, le Vexin, la Brie, etc., se mettent à produire 2 fois moins, on exporte à qui? Et ces gens-là, c'est les amis de la faim. Donc, c'est des grands sujets que je balaye comme ça. J'en aurais plein d'autres que j'ai notés. Mais encore une fois, merci. Vous avez été très honnête dans vos propos. La clé, c'est que le consommateur accepte de payer les produits aux agriculteurs, et ça, c'est pas un nous ici de l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais merci. Mais vous avez complètement raison, parce qu'effectivement, le panier moyen, justement, dans un caddie, effectivement, il y a quelques années, au niveau nourriture, c'était ce qui est le plus important, et aujourd'hui, c'est effectivement ce qui est de presque moins important. 50% dans les années 60 et 18% Voilà. aujourd'hui. Donc on s'est créé des nouveaux besoins, effectivement, au détriment d'une nourriture, certes plus chère, mais certes de meilleure qualité. Et c'est ce que effectivement je disais tout à l'heure, c'est que nous, en tant que consommateurs, soit effectivement, on va choisir de réduire notre budget alimentaire, voilà, au détriment, enfin, plutôt avec le carburant, on va parler, mais des téléphones, d'internet, enfin, tout le truc que vous créez au détriment d'une nourriture, effectivement. Donc ça, c'est vrai que c'est des choix personnels, vous avez complètement raison, et qu'on peut faire. Et je voulais aussi ajouter dans vos propos que il ne faut surtout pas faire un retour en arrière quand on voit la permaculture, etc., qui sont très bien, mais c'est des systèmes qui sont bien pour un jardin, pour le but, il faut savoir qu'il ne vit que des bouquins, des conférences et de la main-d'œuvre gratuite. Hein, on le sait bien, sinon c'est pas bien. Donc imaginez un agriculteur qui se lance dans la permaculture, je lui souhaite bon courage. Hein, donc. Oui, Mais c'est un système qu'il faut évoquer, vous avez parfaitement raison. Alors le problème français aussi, c'est que on ne veut pas de réserve d'eau, parce qu'il y a des lobbies puissants qui ne veulent pas de réserve d'eau, qui signifie agriculture intensive. On ne veut pas d'OGM, mais l'Europe va autoriser la mutagénèse, la transgénèse, mais on ne va pas l'appeler OGM, parce qu'on est un peu hypocrite en Europe. On importe des OGM, mais on ne veut pas en produire. Hein, ça, c'est l'Europe. Donc, on va peut-être faire en sorte que des plantes soient résistantes aux insectes, et pourquoi pas? On l'a fait pour le maïs. Hein, et est-ce que ce ne serait pas la clé, une plante qui résiste à des insectes bien ciblés, et sans mettre de produits, et voilà. Sauf qu'avec notre grand cœur, ou je ne sais pas, l'Europe n'en veut pas non plus. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle ne veut pas, tout en important ces produits-là. Donc peut-être qu'il y aura culturellement quelque chose à faire. Voilà. J'arrête. Non, mais très bien, mais oui, je suis d'accord avec vous sur cette hypocrisie, effectivement, de dire pas chez nous, mais on peut provenir d'ailleurs, on est d'accord.
après, sur jouer avec le vivant, bon, je trouve que le principe de précaution, je suis assez attaché à ça justement parce qu'on ne sait pas vraiment, bon, OGM ou transgénèse, etc. Cette mutation, effectivement, si elle sort hors des tunnels ou des serres de l'INRA, par exemple, ce que ça va donner après, et si les insectes, effectivement, entre guillemets, n'ont plus à manger, par exemple, bon, bah, disparition de l'insecte, disparition des oiseaux, etc. Bon, c'est très compliqué, vous avez raison, c'est très délicat. Quand on parle d'OGM, on oublie peut-être parfois aussi le fait que ces graines-là sont estampillées. Stériles, oui. C'est-à-dire que celui qui les achète ne lui appartiennent pas vraiment. Tout à fait. Ah bah non, oui. Donc, j'entends bien le côté, on va pouvoir continuer à produire davantage, mais là aussi, il y a peut-être aussi un moment, peut-être que le paysan, lui, il a peut-être envie de rester indépendant. Ah bah, ça. Oui, avec Le maïs, par exemple, le maïs, vous pouvez pas le maïs, par exemple, c'est un hybride par nature. Oui, la question sur le maïs, on peut même se poser si c'est vraiment utile aujourd'hui de le cultiver de la sorte. Vous avez montré tout à l'heure, il y a une belle photo, des vaches qui sont en train de brouter dans un champ. Je ne pense pas qu'elles aient besoin de maïs, ces vaches-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, d'où la question. Le seul problème aujourd'hui du maïs, c'est qu'on veut absolument faire fabriquer de la viande pour qu'on puisse la consommer. Mais il y a d'autres moyens de fabriquer de la viande, et surtout, si c'est pour en produire, pour qu'on en mange beaucoup, quand on voit les dégâts que ça peut faire, il y a peut-être un moment où on peut aussi réfléchir à ça. Oui. Moi, je voulais juste poser une question, au contraire j'ai bien aimé votre présentation. Il y a juste une chose peut-être qui manque dedans, mais là c'est peut-être mon côté révolutionnaire qui veut ça, c'est qu'on n'aborde pas le problème du marché. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde paysan, permettez-moi de l'appeler comme ça, il souffre énormément du marché, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui mène la danse. Et on pourra essayer de mettre toutes les solutions, toutes les techniques que l'on veut. Si le marché n'en veut pas, le paysan ne pourra pas les appliquer. C'est la mondialisation. Et je crois que le drame, il est là. Et je pense que c'est dommage de pouvoir essayer de susciter un petit peu cette fibre-là, surtout pour vos élèves, et leur montrer où on va. Bon, après, j'ai mes collègues en économie qui font bien mieux justement cette partie économique que moi, mais effectivement, pourquoi pas rajouter quelque chose sur la partie économique. Mais oui, vous avez raison, enfin, cette mondialisation, effectivement. Le consommateur, effectivement, il a une part de responsabilité. Mais on ne peut pas non plus l'accabler de tout. Non, bien sûr. Il y a quand même aujourd'hui dans le monde, je ne sais pas combien de millions de personnes qui n'ont pas à manger. 400 millions, on peut pas. Alors que nous, on se gare. On produit pour rejeter un quart à la poubelle. Faut pas l'oublier. Faire du rendement pour faire du rendement, à un moment, stop. Ça ne sert plus à rien. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure sur justement la part de ce qu'on achète pour notre nourriture est franchement réduite. Et on veut toujours effectivement manger de la viande tous les jours, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est pas bon pour la santé, etc. Et produire plus. Et effectivement, c'est pour ça que c'est une histoire de tout le monde. Merci. Oui, en vous entendant, au moins pour 75%, j'avais l'impression de rajeunir de 65 ans de ce que j'entendais en école pratique d'agriculture dans les années 60, 55. Et je me disais, premier réflexe, ça va être facile de revenir à des choses qu'on maîtrise, et il suffit de reprendre les bouquins d'agriculture, on sait faire, on sait faire de l'assolement, on sait faire. Mais lorsqu'on regarde le département de l'Eure, avec cette croissance des exploitations, parce qu'on a beaucoup critiqué le remembrement administratif, mais le remembrement, il se continue tous les jours, avec une croissance des exploitations exponentielle. Lorsque je travaillais au ministère de l'Agriculture, dans ce département, 100 hectares, c'était beaucoup. Aujourd'hui, on me dit 500, 1000, et je ne sais pas à quel niveau ça va s'arrêter. Et je pense que le niveau de structure dans lequel on est actuellement va être un frein à une évolution d'une agriculture qui serait un peu plus respectueuse de l'environnement. Bon, il y a eu
des étapes qui ont été bien franchies. Je pense j'étais à la DDA dans les années 72, où on débattait beaucoup irrigation pour le maïs, etc. Le patron a dit non, stop, si on donne l'irrigation dans un secteur où il y a 600 mm d'eau ou 550, la population n'aura plus d'eau dans 20 ans. Heureusement, ça a stoppé le maïs grain dans les années 72-74 et il n'y a pas eu de rupture de distribution d'eau dans le département parce qu'on n'a pas fait ce que était fait à Niort ou dans ce secteur-là. Donc il y a quand même des dossiers qui ont été gérés. Aujourd'hui, il reste un développement d'agriculture qu'on appelait marginal il y a 10 ou 15 ans. Des maraîchers se développent, des petites productions d'animaux, de volailles et autres. Et il y a un gros développement de la consommation de vente directe, qui est très fort, avec une clientèle pour ça. Mais l'absence de petites structures interdit un peu l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des agriculteurs pauvres, il y en a aussi qui ont beaucoup d'argent et qui mangent toutes les disponibilités de terrain qui se trouvent disponibles dans le secteur. Et ça ne permet pas le développement des petites initiatives de vente directe et autres que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs. Je vois plus le Pays de Bray, par exemple, a une dynamique en vente de produits marginaux et autres beaucoup plus forte que peut l'avoir notre plateau de Saint-André, où on est encore quand même à la monoculture céréalière, hein, quasiment. Hein. C'est plus les 7 blés ou 8 blés de suite que j'ai pu connaître dans une certaine période, mais on est encore largement 2 blés avec peut-être coupé d'un colza, mais c'est à peu près tout. Oui. Et vous avez raison, en plus, le plateau de Saint-André, ou Montebourg, etc. Voilà, effectivement, les exploitants, moi, les enfants, effectivement, d'exploitants, j'en connais certains, effectivement, oui, qui ont 600, 800 hectares, effectivement, voilà, pour certains, c'est normal. Et comme vous dites, effectivement, tous ces petits exploitants. De toute façon, le nombre d'agriculteurs, d'une manière générale, a diminué de 5, à peu près, en 30 ans. Donc, effectivement, voilà, c'est un problème. Parce que... Oui. Non, justement, enfin, il y a par rapport à ça. Non. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu la parole. Oui, excusez-moi, j'ai pas assisté au début de la réunion parce que j'étais un peu en retard et puis j'ai peut-être pas l'expertise de certaines personnes que j'ai écoutées ici. C'était très intéressant ce que vous avez dit aussi, les éléments que vous avez soulevés, puis la conférence est très bien. On entend beaucoup parler de l'initiative 4 pour 1000 en ce moment dans l'agriculture. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment une solution, parce que c'est présenté comme la solution contre le réchauffement climatique, avec de l'absorption de carbone, qui serait réalisée par du sol, si j'ai bien compris. On en parle beaucoup depuis 4-5 ans déjà. Oui. Quels sont les freins en fait En fait, alors oui, on en parle depuis, c'était le ministre Sarkozy, 2009, 2010. Ah oui, c'était avant lui. C'était pas bref. Parce qu'en fait, ça c'est parti du constat qu'on dépensait plus d'énergie effectivement pour produire que on devait finalement et qu'on en recevait. Donc on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on réduise notre consommation d'énergie et que les sols effectivement absorbent ce surplus d'énergie, donc CO2 essentiellement. Et donc voilà, les solutions notamment, puisque c'est les végétaux qui absorbent avec la photosynthèse, donc ça va être de planter de plus en plus, de laisser nos sols couverts par exemple, d'enfouir un petit peu tout ça, parce que du coup, voilà, cette captation de CO2 va être beaucoup plus importante. Donc c'est en gros les bases de ça, de 4 pour 4000, d'un des principes du gouvernement
Après, effectivement, il y a d'autres écoles aussi qui partent du principe que si on reste sur de l'intensif, les plantes sont plus importantes et sont plus grandes, donc captent plus de CO2. Effectivement, sur le papier, en réalité, c'est vrai. Mais on utilise beaucoup plus de CO2 parce que nos intrants sont produits à base de pétrole, de toute façon. Donc voilà, donc c'est discutable, cette solution de continuer sans l'intensif parce que du coup, nos végétaux absorbent plus parce qu'ils sont plus grands. Donc voilà, mais oui, le 4 pour 4000, oui, ça fait oui, plus de 10 ans qu'on en parle, je ne me rappelle plus du ministre. Mais... Pas le maire. Il était ministre de l'Agriculture. Oui. Aussi. Oui. Le Foll, Stéphane Le Foll. Le Foll, c'est après, c'est en 2012. Oui. C'est un peu plus tard. Voilà, avec, Stéphane Le Foll, effectivement, qui a lancé ça, etc. Donc, oui. Une question ici. Ouais, j'avais juste une question. Pour rebondir à ce que disait Jacques, là, par rapport à actuellement dans les écoles d'agriculture, oui, les jeunes sont censés apprendre l'agriculture. Combien ont la perspective de devenir agriculteurs? Parce que actuellement, le nombre d'agriculteurs, pour un jeune s'installer en agriculture, c'est la croix et la bannière. Voilà, donc c'est ce qu'on disait justement avant en fait de commencer la conférence, c'est que nous, dans le lycée agricole, s'il y a à peu près entre 5 et 10% des jeunes qui veulent ou qui vont devenir agriculteurs, c'est bien tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir agriculteurs et donc qu'on forme en école d'agriculture. En fait, les lycées agricoles deviennent de plus en plus des lycées d'enseignement généraux, on va dire d'une manière générale. Donc voilà, ça concerne très peu d'élèves et certains qui vont continuer après en post-bac, en BTS ou en école d'ingé, effectivement, sont très peu nombreux. Donc c'est un constat depuis plusieurs années. De moins en moins de jeunes. Et après, la vocation, effectivement, est un peu perdue. Alors, parce que, effectivement, déjà, si on n'est pas fils d'agriculteur pour avoir du foncier, etc., c'est très compliqué. Et même ceux qui sont fils d'agriculteurs ne veulent pas spécialement reprendre en fait, l'exploitation. Par rapport à ça, ce qui était intéressant, c'est de voir les jeunes sortant de l'agro, et tout le groupe qui a dit clairement qu'ils ne sont pas prêts à rentrer dans des fonctions qu'on leur offre. Vous parlez d'Unilassal, de Beauvais? Comment? Vous parlez d'Unilassal, des jeunes ingénieurs qui sont sortis? Non, mais à l'agro, là. Ceux qu'on a vu à la télé, ceux qui sortaient de la promotion cette année. La promotion sortant de l'agro qui a dénoncé justement oui, donc ce pourquoi ils étaient préparés et qui disaient que ils n'allaient pas forcément. Ils voulaient construire autre chose. Oui. Enfin, je sais pas, ça avait fait un peu. Oui, ben, ça a fait un buzz, on est d'accord, mais donc oui, c'est bien. C'est quel pourcentage? AgroSup. Oui, c'est un début. Juste. Bah, après, effectivement, le truc, c'est que voilà, dans la formation, tout n'est pas effectivement comme ça devrait l'être. Ça veut dire que les programmes sont réformés, etc., mais ils ont à juste titre effectivement refusé pour certains leur diplôme parce que, alors, en partie, ils ne se sentaient pas capables, mais surtout, ils ne se sentaient pas assez formés et pour ça, justement. Et ils se sont dit, non, mais en fait, on ne nous a pas appris spécialement, que ce soit en agriculture ou en sylviculture. Moi, j'ai énormément d'élèves qui sont déçus quand ils font des écoles après post-bac ou en ingénieur, parce qu'on reste sur la production intensive. Et c'est énorme. En fait, eux, ils ne sont pas pour ça. Et le milieu, effectivement, professionnel, après, ça nuance, mais donc ils sortent, effectivement, ils sont mécontents de cette formation. Oui. Je ne veux pas empiéter sur vos collègues économistes, mais je veux dire quand même, on a parlé du vivant, on parle de la terre, on parle de l'eau, enfin l'eau on peut considérer c'est aussi le domaine du vivant, parce qu'on a les poissons, les milieux floraux, pardon. Est-ce que la question que je voudrais vous poser, est-ce que effectivement aujourd'hui, est-ce que l'agriculture est compatible avec le modèle économique qu'on a aujourd'hui?
est-ce qu'il est bien pris en compte une agriculture vertueuse? Parce qu'on voit quand même que le bio, alors on peut contester le vrai, le pas vrai, ceux qui font bien, ceux qui font pas bien, mais le bio est quand même plus cher que l'agriculture qui fait du mal à la santé, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on n'est pas là pour incriminer les agriculteurs, etc. On est pour les associer, mais il y a quand même un fait qui est là, genre que bien manger aujourd'hui coûte cher, que c'est un privilège de bien manger aujourd'hui. Alors qu'au niveau santé, quand quelqu'un mange bien, on fait des économies. Genre. Donc ça veut dire que dans le paradigme économique, on ne prend pas en compte la bonne bouffe. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui mange bien ne va pas à l'hôpital, est plutôt en bonne santé. Monsieur, vous l'avez dit pour les agriculteurs, je pense que c'est bon aussi pour le consommateur moyen, pour l'ouvrier moyen, pour l'employé moyen. Donc aujourd'hui, on est sur un paradigme économique qui ne prend pas en compte les bonnes choses. Aujourd'hui, on s'aperçoit, moi j'ai lu un rapport quand même assez circonstancié, qui dit que 12 millions de Français aujourd'hui boivent de l'eau non potable, remplie de pesticides. Vous l'avez dit dans votre conférence, aujourd'hui on voit bien que les nappes phréatiques sont quand même largement polluées par ces intrants. Donc aujourd'hui, encore en 2022, on ne prend pas en compte, comment dire, le côté vertueux et le côté économiquement rentable, j'insiste bien, d'une agriculture vertueuse. On la soutient pas suffisamment, à mon avis. On n'en prend pas en compte. Parce que le biologique devrait être subventionné et moins cher que l'intensif. Les céréaliers de la Beauce devraient effectivement être plus chers que le type qui fait l'effort de faire du bio, de faire vraiment des efforts, d'aller dans le bon sens. Aujourd'hui, alors, moi je parle pour la France, peut-être qu'il y a des pays en Europe qui sont plus avancés là-dessus, je le souhaite, mais aujourd'hui en France, on est à la traîne, quoi. On est à la traîne. On n'a pas en tête ce paradigme économique de rendre vertueux ceux qui font l'effort de la bonne bouffe. Et la bonne bouffe accessible à tout le monde, avec une rentabilité économique qui me paraît évident d'avoir des gens en bonne santé. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe à l'hôpital. Les gens qui sont à l'hôpital, aujourd'hui, c'est des gens qui mangent mal aussi. C'est des gens qui mangent mal. On voit toutes les problématiques de santé, genre, ça tourne autour de la bouffe quand même aussi. Oui, bien évidemment. Alors, excusez-moi si je peux me permettre. Ne confondez pas l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire les industriels qui travaillent la nourriture produite par les agriculteurs. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je vous disais bien que les agriculteurs n'avaient pas de problème de santé majeur. Et je l'ai appris de votre bouche. Prendrait à vouloir dire que si on ne mange pas bio, on s'empoisonne. Non, ça veut dire que si on ne mange pas bien... Non, je prends l'exemple du bio, je veux dire si on ne mange pas bien, si on mange de la mauvaise... Oui, non, mais... Voilà, c'est ça que je veux dire. Bio, moi je n'ai pas la parade. Je dis que la bonne bouffe devrait être accessible pour tout le monde. Et je veux dire que le paradigme économique qui est tenu aujourd'hui ne le permet pas. Et donc on a des gens qui sont globalement en mauvaise santé, et ça je ne pouvais pas le contester. Si vous mangez français, vous mangez bien. Non, monsieur, arrêtez. Non. Si vous mangez français, ça, vous faites des affirmations, ça c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Et 18% aujourd'hui. Effectivement. On a vérifié les Non, moi je... Voilà, oui aussi. Non, si on préfère l'iPhone 14. Je ne conteste pas. On a vérifié. Après, juste pour vous répondre, en fait, s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle en fait les services écosystémiques rendus par les agriculteurs. C'est-à-dire que le fait effectivement d'avoir une production, et ça c'est un rapport qui est au ministère depuis un moment, c'est-à-dire qu'on essaye justement de valoriser ceux qui vont avoir des systèmes de production beaucoup plus respectueux de notre environnement. Donc diminuer effectivement notre pollution, de l'eau, du sol et de l'air. Parce qu'aujourd'hui par exemple on paye l'eau, okay, on ne paye pas l'air. Dans des pays, ils payent l'air parce qu'elle est polluée. Ouais. Donc tous ces services en fait écosystémiques-là ils travaillent justement pour valoriser les personnes donc agriculteurs qui vont avoir des pratiques vertueuses dans ce sens-là. Et donc effectivement, le marché après il est ce qu'il est, il est mondial, bien sûr on est d'accord, mais c'est vrai que que ça soit au niveau français ou européen, normalement dans peu de temps, ces pratiques vertueuses vont être valorisées, alors certainement avec des subventions ou quoi que ce soit, pour justement permettre déjà un revenu supérieur aux agriculteurs et permettre de réduire aussi du coup le coût des produits. Juste, pas pour vous couper, mais juste quand vous parlez de subventions,
il y en a à qui ça fait dresser les oreilles. Genre. Subvention. Non, moi je pense qu'il y a une réalité économique, même si on s'inscrit dans une économie plus ou moins libérale, genre, à faire de la bonne bouffe. Parce qu'on s'y retrouve. Parce que forcément l'État interviendra moins dans d'autres systèmes. Si les gens sont en bonne santé, mangent bien, c'est la base. C'est la base. Parce que si on mange bien, si on fait une agriculture vertueuse, on va mieux respirer, on va avoir des écosystèmes comme vous dites. Et vous avez, moi j'ai bien retenu que faire quelque chose de vertueux, c'est plus productif. Donc on est bien dans cette logique, entre guillemets, plus ou moins libérale qu'on veut nous faire adopter en France. Donc on n'est pas contradictoire, on est même plus dans le système que ceux qui font l'intensif. Oui, parce qu'on est plus productif finalement. Le changement est compliqué. Alors il y a la transition, on est dans une période de transition totale. Donc est-ce qu'on va, on va aller dans le bon sens ou... Est-ce qu'on veut encore rester sur cette terre ou pas? C'est la question. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il y a d'autres questions Oui. Il y avait Luc qui voulait parler aussi. Oui, mais vas-y. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. Bon, c'est dommage, mon voisin derrière, il vient de partir. Sur un certain nombre de choses qu'il a dit, non pas que je conteste systématiquement, mais il y a des choses quand même qui me paraissent très approximatives dans les affirmations qu'il a faites. Il est tout à fait exact de dire que, effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale, un certain type d'agriculture a permis d'éradiquer la famine. Il faut préciser quand même qu'éradiquer la famine dans certains coins de la planète. Oui, c'est relatif. Il y a toujours eu des famines depuis la Seconde Guerre mondiale dans d'autres coins de la planète. Donc, effectivement, il faut un peu nuancer les choses. Mais bon, c'est vrai que chez nous, effectivement, on connaissait les famines, et que c'était un problème relativement solutionné depuis, dont acte. Il faut aussi nuancer parce que je pense que si on continue avec ce type de développement agricole et ce type de développement plus largement sur un plan écologique, les famines chez nous vont revenir et très vite. Donc, il faut aussi nuancer le fait de dire qu'on en est sorti. Il n'en est pas, c'est pas une certitude à moyen terme. Deuxième chose, et puis par rapport à d'autres choses qui ont été dites en disant effectivement le coût de l'alimentation, oui c'est sûr, si on veut une alimentation, encore une fois, de qualité, et moi je prône les normes biologiques comme étant pas la panacée, mais quand même très bien dans ce à quoi on peut tendre au niveau de la qualité alimentaire, oui, il faudra les payer plus cher. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si effectivement au niveau du fait de pouvoir faire une production agricole qui permette aussi aux producteurs de vivre, ça on n'en a pas trop parlé, mais bon, si vous en avez parlé un peu, enfin c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui mettent la clé sous la porte, tout simplement. Quand il n'y aura plus personne pour produire, on va dire effectivement, ah bah ça coûte encore beaucoup plus cher. Donc il faut se poser ces problèmes-là. Donc c'est vrai qu'il faut admettre si on est arrivé, là je ne connais pas les chiffres, je ne suis pas spécialiste, de 18% du panier, enfin du budget d'un ménage à l'alimentation, il faut peut-être repasser effectivement un peu plus que ça. Mais est-ce que c'est un problème? Parce qu'effectivement, il y a peut-être d'autres postes qui peuvent être réduits. Et même dans cette qualité alimentaire, une qualité alimentaire la meilleure possible, donc bio ou pas très loin de la bio, ça a aussi comme conséquence de manger différemment. Ça, on l'a un petit peu dit. C'est complètement aberrant de manger de la viande comme on le fait à l'heure actuelle. C'est aberrant sur un plan alimentaire parce qu'on se tue la santé à faire ça. Parce que manger de la viande tous les jours, ça veut dire manger de la viande industrielle qui va effectivement détruire la qualité alimentaire quand elle est produite et aussi avoir des conséquences sur les gens qui sont obligés de le faire, les agriculteurs qui sont obligés de le faire de cette façon-là, et aussi détruire la santé du consommateur. Parce que là, effectivement, quand on dit les agriculteurs sont en bonne santé, je veux bien, mais bon, faut aussi parler du coût au niveau de la médecine, au niveau de la sécurité sociale, qui est entraîné par une alimentation de mauvaise qualité et les maladies qui en découlent. Donc c'est pas quand on va passer au supermarché, on la paye, cette mauvaise qualité alimentaire, on la paye autrement et on la paye très cher. Donc bon, voilà, c'était quelques pistes de réflexion, mais je pense qu'il faut sortir des vérités toutes faites et qui paraissent, comme monsieur est parti sur le départ en disant si vous mangez français, vous mangez de la bonne qualité. Là, c'est pas. On va prendre une dernière question. J'en profite parce que la question est un peu revenue avec monsieur. Est-ce qu'on est toujours sur l'agriculture conventionnelle à une tendance à la hausse continuelle des intrants? Et est-ce qu'on est toujours à une tendance aussi dans l'agriculture conventionnelle à une baisse de la qualité nutritionnelle en fait, des produits? Alors,
baisse. Non, on est plutôt sur une baisse des intrants d'une manière générale. Même sur l'agriculture Oui, conventionnelle. oui. Sur l'intensif, justement, voilà. Sur l'intensif, on va dire l'agriculture intensive ou conventionnelle de précision. Et justement, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en réduisant 50% nos intrants, notamment de pesticides, on n'avait pas, par exemple, une perte de 50% de rendement. On avait peut-être 5-10%. Et que donc, au final, si on ne se focalisait pas que sur le rendement, mais sur le bénéfice global net, on était gagnant. Il me semblait que c'est quelque chose qui avait été soulevé ces dernières années aussi. Vive la crise De quoi? Le fait qu'on augmentait continuellement les intrants. À tout malheur. Non, d'une manière générale. Après, on est toujours un des pays les plus gros consommateurs, hein, on est d'accord, d'intrants, mais d'une manière générale, la tendance est quand même à la baisse. Voilà. Il y a des calculs qui sont faits, ça c'est possible. Et puis après, valeur nutritionnelle, alors non, ça par contre, alors, d'une manière générale, alors, les valeurs nutritionnelles des productions sont enfin, très élevées. Je dirais pas que ça n'a jamais été aussi élevé, mais au niveau de la qualité. Après, le problème est qu'effectivement, on en parlait, voilà, bon, tout ce qui est produits transformés, etc., effectivement, ça n'a rien à voir avec la production primaire, on va dire. Mais le changement climatique, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec... en fait, le changement climatique, c'est essentiellement le changement du cycle de l'eau. C'est essentiellement ça, on en parlait tout à l'heure. Voilà, on est au sud de l'Eure, enfin là on est plutôt au milieu, mais nous on est au sud de l'Eure, on a 450 à peu près millimètres, c'est rien du tout. Mais on arrive quand même à produire, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément beaucoup d'irrigation. Et ça, c'est vrai que ça a un impact sur la qualité nutritionnelle des productions et de nos aliments non transformés. Est-ce que certaines études avaient pointé le fait que les pommes d'aujourd'hui comportaient moins de vitamines, par exemple? Alors oui, alors en arboriculture, ah oui, moi j'étais plus parti sur des cultures céréales. En arboriculture, alors je ne suis pas spécialement spécialiste en arboriculture, mais bon, en fait on a réduit déjà sensiblement les traitements, hein, parce qu'une pomme il y a quelques années c'était 40 traitements minimum, là on est un petit peu moins. Et je pense que ça a une influence forte sur effectivement la qualité des fruits. Donc voilà, mais je ne vais pas m'avancer. C'est pas une question qui se pose pour les céréales. Pour les céréales, non, enfin à mon sens. La qualité le pain, enfin l'influence des types de variétés. Il y a des gens qui reviennent à des vieilles variétés permettant d'avoir une qualité de pain meilleure. Enfin, il y a quand même. Oui, mais les nouvelles variétés sont aussi performantes au niveau panification. Elles sont même plus performantes des fois. Après, le problème des nouvelles variétés, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'ils sont brevetés, donc les agriculteurs n'ont pas non plus forcément leurs propres semences, et qu'effectivement, ils sont dépendants des agro-industries, et bon, Monsanto, Bayer... c'est un peu ça le problème aussi. C'est un peu un problème. Voilà. Mais c'est le principal problème. Oui. À mon avis. Bon, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aurais voulu parler de l'autonomie aussi alimentaire. Et il me semble que plus on diversifie, plus on est autonome. Et aussi par rapport à ce qu'a dit ce monsieur qui est parti, il me semble que certains pays d'Afrique ont été privés de cette autonomie alimentaire. On les a forcés à produire des matières premières qui viennent chez nous. Et après, on est obligé d'exporter chez eux de quoi... Enfin, voilà. Et tout ça, il faut le transporter. Enfin, mais voilà, on va être obligé de s'arrêter. Donc, je vous remercie tous pour votre participation à l'Université populaire. Je remercie Rémi, vraiment, pour cette conférence qui est vraiment d'actualité. Et donc, si vous voulez revenir le vendredi 25 novembre pour faire de l'histoire, c'est sur donc Munich 1938, la paix à tout prix, avec quelques échos sur ce qui se passe aujourd'hui, mais ça sera donc essentiellement donc sur cette période de 1938. Et certains historiens font des rapprochements entre les années 30 et puis ce que nous vivons, alors à bon ou à mauvais escient. Voilà, par un professeur de la Sorbonne. Si vous voulez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Merci.